On est ensemble, on se retrouve, notre cadre, notre espace, c'est le temps d'analyse. C'est ici, Pro-Info, nulle part ailleurs. Restons ici, analysons de temps en temps. Et voilà, parlons pays, ne parlons pas individus. Et vous savez, nous restons avec la philosophie d'Héraclite d'Éphèse. Vous devez vous adapter maintenant avec la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe. Rien ne demeure. Et voilà, on se retrouve encore aujourd'hui pour analyser les questions d'actualité. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour vos appels. Merci beaucoup pour certaines informations que vous nous envoyez. Et lorsque nous essayons de les vérifier, effectivement, ce sont des vraies informations. Et voilà, de temps en temps, lorsque nous venons aussi, nous sommes obligés de recadrer nos analyses par rapport à ce que vous nous aurez préalablement donné comme information. En tout cas, merci. On est aujourd'hui, nous lisons la Constitution. Nous prenons le paragraphe 4 des juridictions militaires. Cette disposition, nous l'avons déjà lue, mais nous reprenons sa lecture aujourd'hui. L'article 156 qui dit ceci. Les juridictions militaires reconnaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale congolaise. Et donc, même vous êtes civil, vous êtes, je ne sais pas qui, vous prenez les armes, vous commettez les infractions. Mettez en tête que c'est les juridictions militaires qui vont s'en occuper de votre cas. C'est le cas aujourd'hui d'autres civils qui sont allés trahir le pays en prenant les armes. Et c'est comme ça que vous aviez suivi le verdict de la cour militaire depuis hier, condamnant certains d'entre eux, entre autres ici, Corneille Nangaa, qui bénéficie aujourd'hui d'une peine de mort. Et voilà, pas seulement lui, il y a aussi ses complices, entre autres son conseiller qu'on avait arrêté, qui est sur place ici à Kinshasa. Et c'est le cas qui nous concerne prioritairement aujourd'hui. En tout cas, merci. Et voilà, on est ensemble pour analyser les questions d'actualité. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Ceux qui nous ont plus appelés, cette fois-ci, c'est Paris, effectivement. Ceux de Paris nous ont beaucoup appelés, nous expliquer la situation de l'Est, en tout cas, avec beaucoup d'autres éléments qu'on nous avait envoyés dans cette question de l'insécurité, de la guerre que nous mène jusqu'ici le Rwanda et l'Ouganda. En tout cas, nos amis qui sont à Paris nous ont beaucoup écrit, nous ont beaucoup appelés. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que dans d'autres villes à travers le pays devraient maintenant emboîter les pas. En tout cas, merci. Nous commençons notre analyse et le premier point, c'est rapport avec l'arrêt de la cour militaire, condamnant par défaut, bien entendu, à la peine de mort, Corneille Nangaa et ses complices. Ils ont été jugés pour des crimes de guerre, haute trahison et participation au groupe insurrectionnel. Et voilà. Parce que les cas sont tellement graves contre le pays, la cour militaire a rendu son verdict. À la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions des crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité de voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu et retenir en sa faveur des circonstances atténuantes à la majorité des voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la cour militaire de Kinshasa répond oui. En conséquence, les condamnés par défaut à la peine de mort, la participation du mouvement sélectionné par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. On ordonne son arrestation immédiate. On ordonne la confiscation de ses biens, tel que consigné dans le procès verbal, des mis sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public. Ils sont 1. Condamnés à la peine de mort. 2. Leurs avoirs, leurs biens devraient maintenant être confisqués et remis à l'État. Ils doivent immédiatement être arrêtés partout où ils sont.
Donc, en d'autres termes, la République démocratique du Congo, notre pays, au-delà de cette condamnation, devra maintenant initier d'autres actions en intelligence avec d'autres pays pour que partout où il se rendrait, il soit arrêté et extradé en République démocratique du Congo. D'abord, suivons l'arrêt de la Cour militaire rendu dans le cas du procès que nous venons d'expliquer ici. Nous allons revenir. Là, c'est la décision de la justice, de la Cour militaire. Mais là où j'ai plus aussi aimé, c'est la réaction immédiate du ministre de la Justice, des cas que nous n'avions pas connus dans le passé. Vous allez m'excuser, je suis en train de suivre de très près les agirs de Constant Mutamba. Sincèrement, tout ce qu'il fait, il raconte les attentes de la population. Sincèrement, le seul ministre aujourd'hui dans la composition gouvernementale qui parvient à se distinguer. Au début, je voulais bien voir ses actes, mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il garde le cap. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'appui aussi. Et je dois en même temps féliciter son service de communication, le travail bien fait. Lui, après cet arrêt de la Cour militaire, comme ministre de la Justice, il dit « Nous allons suivre de près l'application de cette condamnation. » Il dit « Nous allons coopérer avec certains pays afin qu'ils soient arrêtés et extradés vers la République démocratique du Congo. » Il continue, il insiste, il dit « Nous allons veiller pour que tous les biens soient confisqués conformément aux arrêts rendus et soient mis dans le patrimoine de l'État congolais. » Et il ajoute « Nous allons veiller sur le respect strict de la peine prononcée. » Je crois que c'est à la satisfaction de tout Congolais. Je ne sais pas si nous avons la vidéo, on aura son point de vue. De l'autorité ou de la force de la chose jugée, en tout cas, que la peine de mort soit appliquée, que les autres peines soient appliquées. Cela servira de leçon à tous ceux qui vont encore s'amuser à trahir la République. Vous savez, il n'y aura plus de place pour les traîtres. Je voudrais également rappeler que ça, c'est la première phase du procès. Les instructions préjuridictionnelles se poursuivent au niveau de l'auditorat général des FARDC, mais aussi de l'auditorat supérieur. D'ici là, d'autres personnalités congolaises, d'autres militaires, d'autres citoyens compatriotes qui sont de connivence avec les régimes sanguinaires de Kigali, connivence avec l'AFC M23, ce mouvement terroriste, eh bien, ils vont devoir répondre de leurs actes de trahison, des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes d'agression et bien d'autres crimes devant la justice militaire congolaise. Donc, vous ne serez pas surpris que des grandes personnalités soient également déférées devant la cour militaire de la Gombe dans les tout prochains jours, comme le chef de l'État l'a déclaré à Bruxelles. Mais j'essaie de vous expliquer ici. Comme je le dis, cette réaction a convaincu plus d'un Congolais. Parce que sinon, on se limiterait à avoir l'arrêt de la Cour, mais sans avoir la position, par exemple, de ceux qui gèrent la justice, entre autres aussi le ministre de la Justice. Accompagner cette décision de la justice par une détermination politique en même temps, pour qu'on atteigne l'objectif, celui de décourager, demain ou après-demain, ceux qui vont, en tout cas, s'hasarder de prendre les armes contre le pays. Je sais, moi, Pascal, et nous avons même suivi Corneille Nangaa, lorsqu'on avait commencé avec ce dossier judiciaire, il était monté au créneau, comme pour dire, c'est une blague qu'ils font à Kinshasa. Oui, ça peut sembler être une blague selon vous. Mais nous considérons que c'est sérieux.
Parce que si on aura des États avec lesquels nous allons coopérer, ce sera alors difficile pour vous de sortir de là où vous êtes. Peut-être que vous allez vous limiter à l'Ouganda et au Rwanda. Encore que nous avons suivi la position de l'Union européenne et même des États-Unis contre vous, s'ils seront sérieux, bien entendu. Si nous serons coopérés avec d'autres pays, ça veut dire que votre liberté sera limitée. Vous imaginez même sur le plan psychologique, là où vous êtes, votre famille est ici avec tout ce que vous aviez laissé, l'opulence que vous viviez ici, et que ces biens vous soient confisqués. À l'instant, même si tôt ou tard, tu pourras les récupérer. Nous savons parfois comment les choses se font. Mais à l'instant là, je pense que dans votre ipséité, ça doit vous déranger. Tout ce que vous aviez laissé, et maintenant c'est confisqué pendant ce temps. Simplement parce que vous êtes parti, vous aventuriez, avec objectif seulement de vouloir vous servir tout en tuant vos propres frères et sœurs, tout en collaborant avec les agresseurs de votre pays, tout en devenant ennemis de votre pays. Alors il faut décourager toute personne qui oserait prochainement poser un tel acte. Et voilà pourquoi il faut suivre l'application stricte de cette peine. Il faut coopérer avec d'autres États pour que l'arrestation soit possible si c'est en dehors de nos frontières et être extradé. Et il faut également veiller sur la confiscation de ces biens, tel qu'a bien dit le ministre de la Justice, que j'applaudis à travers son numéro. Gardons le cap. Mais que cela ne se limite pas seulement à Corneille Nangaa et avec ce que nous avions vu ici. Je souhaite, moi, Pascal, parce que je le dis depuis toujours, l'infiltration, la collaboration avec l'ennemi. Il faudrait traquer très sérieusement des gens qui posent de tels actes, surtout ceux qui sont dans le corps militaire, dans les services de sécurité, mais en intelligence avec l'ennemi. Mais je crois qu'il faut châtier fort. Contre ces gens, il faut des actes et des actions qui doivent, en tout cas, à travers une certaine décision, décourager et faire peur à toute personne qui oserait coopérer avec l'adversaire, avec l'ennemi. Le travail de l'identification de l'infiltré qui avait commencé, je commence à me rendre compte aujourd'hui comme si on a baissé les bras. Et le Rwanda a renforcé ses stratégies et il nous a encore davantage infiltrés. Il a encore intégré nos différentes institutions. Il faudrait maintenant, je crois, continuer avec de telles actions pour, de mon point de vue, décourager davantage ceux qui aiment, en tout cas, marcher chaque jour sur les Congolais en les tuant matin, midi, soir. En tout cas, merci. La deuxième question, c'est en rapport avec la Cour pénale internationale. Là aussi, je veux revenir au ministre de la Justice. Mais apparemment, nous allons tourner aujourd'hui autour de lui. Même parce que le seul qui essaie de se distinguer. La Cour pénale internationale, nous avons, nous, ratifié les statuts de Rome. Et cette Cour a vendu son image à travers le monde grâce à la République démocratique du Congo. Les figures connues dans le monde politique ont été arrêtées par cette Cour. Les Ngonzolo, les Thomas Lubanga, les Jean-Pierre Bemba et les autres ont été arrêtés. Et aussi, additionné à cela, la Côte d'Ivoire aussi, parce que Gbagbo et l'autre là, c'est quoi encore? Bon. Et son ministre de la Jeunesse, je pense, ont été également arrêtés. C'est les Africains, mais particulièrement la République démocratique du Congo d'abord. Nous pensions que elle allait être une cour au milieu du village pour nous aider à éviter des infractions souvent mal
des infractions commises à travers la guerre ou par des guerres, cela découragerait maintenant les gens qui ont souvent des velléités de prendre les armes pour qu'on ait des États un peu apaisés. Et c'est comme ça qu'on a dit, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, sont des crimes à compétence de la Cour pénale internationale. Mais nous constatons aujourd'hui que cette Cour fonctionne selon ses vitesses voulues. Selon qu'on soit un pays qu'on aime ou qu'on soit un pays qu'on n'aime pas. Il est vrai, nous savons, c'est une poche de décideurs du monde. C'est une branche de l'ONU. Nous savons ça. Quand l'ONU est avec vous, quand ces puissances sont avec vous, la Cour pénale internationale sera avec vous. Quand l'ONU est contre vous, quand ces puissances sont contre vous, la Cour pénale internationale également sera contre vous. Nous savons ça. Le cas de la République démocratique du Congo, où il y a des guerres en répétition. On tue les gens matin, midi, soir, chaque jour, au su et au vu de tout le monde. Les déplacés n'en parlons pas. Les crimes de guerre sont là, il n'y a pas de débat. Crimes contre l'humanité sont là, il n'y a pas de débat. Mais l'œil de la Cour pénale internationale est fermé. Il est difficile cette fois-là de bien comprendre. Même si, à un certain moment, on avait arrêté Bosco Ntaganda. Et là, d'ailleurs, c'est pire. Le monde entier avait suivi la déposition de Bosco Ntaganda. Il a dit, on lui pose la question, vous êtes à l'aise de vous exprimer en quelle langue? Il dit, en Kinyarwanda. On continue, on pose la question à Bosco Ntaganda. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, on parle le Kinyarwanda? Bosco Ntaganda dit, moi, je ne suis pas congolais, je suis rwandais. La Cour continue, dit, mais comment? Vous êtes rwandais et alors que vous êtes général en République démocratique du Congo. Bosco Ntaganda va répondre, poser la question à ceux qui m'ont donné ce grade. Le degré de l'infiltration. On produit des réflexions. J'ai aimé d'abord le professeur Taylor Lubanga. Merci, cher frère, merci, cher professeur. Je ne veux pas dire ici cher ami, mais en tout cas, c'est le mien. Merci, félicitations, professeur Taylor Lubanga. Vous avez fait un exposé incroyable et avec une certaine pertinence que j'ai, de mon point de vue, après avoir analysé tous les différents propos, où je me suis dit, oui, les intelligences qui peuvent aider le pays sont encore là. Pour cela, vous avez mes congratulations et mes encouragements en même temps. Mais lorsque le ministre de la Justice prend parole, Constant Mutamba, il s'insurge pratiquement contre la Cour pénale internationale. Il dit dans cette allure, nous allons nous mesurer, nous comme État, de pouvoir alors nous désengager des statuts de Rome. Si selon lui, la Cour laisse le Rwanda, très particulièrement Paul Kagame, faire ce qu'il fait, du fait simplement que le Rwanda n'a pas ratifié les statuts de Rome. Et pourtant, les crimes qui sont commis sur le sol de la République démocratique du Congo. Et par conséquent, au regard du lieu où les crimes sont commis, je crois qu'on peut encore feuilleter certaines dispositions des lois et trouver une possibilité de poursuivre le Rwanda et son président Paul Kagame. Effectivement. Parce qu'on a l'impression que le cas RDC n'intéresse pas les autres à ce jour.
il est difficile dans des grands débats entendre aborder la question de la République démocratique du Congo avec une certaine sérieuxité. Non, on minimise un peu. Et pourtant, à travers le monde, s'il faut analyser le nombre de déplacés internes en RDC, je ne sais pas. Nous sommes à plus, comme nous avions dit la fois passée, à plus de 6 millions. Mais c'est grave ça. Suivons encore une fois de plus, Constant Mutamba, qui aborde cette question et qui insiste sur le risque de voir un jour la République démocratique du Congo quitter les statuts de Rome si cette cour ne comprenait pas les cris des Congolais afin que Paul Kagame soit poursuivi. Suivons-les. À un moment, nous nous sommes dit que la CPI s'est servie des Congolais comme des cobayes. On a arrêté Martin Jolo, Katanga et bien d'autres, en fait, pour faire vivre la CPI. Mais tous les grands criminels qui pillent nos ressources, qui tuent nos populations, frappent librement à leurs occupations. Bien au contraire, ils sont accueillis en roi dans certains pays occidentaux. Et ça, nous l'accepterons. Nous voulons d'une coopération gagnant-gagnant. Nous voudrions que la CPI nous rende la monnaie de notre pièce. Nous avons été le dernier pays signataire du statut de Rome ayant permis l'entrée en vigueur de ce statut. C'est grâce à la RDC que la Cour pénale internationale, en fait, a lancé ses activités à travers le monde. Et en retour, c'est ce que nous observons. En retour, la CPI, depuis 2004, comme le professeur Taylor l'a dit, il y a eu le premier déferment. Il y a une deuxième situation déférée devant la CPI. Mais qu'attend la CPI pour traquer M. Kagame? Et je me dis, ce n'est pas une question d'expertise, ce n'est pas une question d'épreuve. Vous êtes beaucoup plus outillés, vous avez des drones, vous savez en ce moment-ci où se commet un crime, maintenant là. Vous êtes capable de pouvoir documenter une preuve. Plus que nous. Mais pour le Congo, vous dites que nous sommes en train de rassembler des preuves. Ça fait donc 20 ans, ça fait 24 ans que vous êtes en train de rassembler des preuves. Ça fait 30 ans que vous êtes en train de rassembler des preuves. À quand la poursuite de M. Paul Kagame? Des intérêts. Donc si nous n'avons pas d'intérêt, si nous ne nous retrouvons pas dans les actions de la CPI, si nous considérons que la CPI est plutôt là pour caresser au sens du poil nos agresseurs, nos tueurs, nos pilleurs, eh bien, moi, ma proposition sera de nous retirer du statut de Rome et de nous assumer en tant que peuple. Un peuple autonome, déterminé, souverain et engagé. Et je pense que parmi les conclusions, messieurs le représentant du procureur de la CPI pourrait envisager de manière beaucoup plus concrète les modalités du lancement des mandats d'arrêt contre M. Paul Kagame. Cela dit, je déclare ouvert les travaux et ces journées de réflexion et d'échange, entre autres sur les poursuites, les modalités de poursuite de tous les criminels de guerre et tous les agresseurs de la République démocratique du Congo. Cela nous amène à analyser enfin l'acte que notre ministre des Affaires étrangères a posé à Luanda sur le cessez-le-feu. Nous avons analysé la fois passée, mais simplement pour beaucoup, ça a été un acte de faiblesse. Et tout Congolais avait suivi ce que le chef de l'État a dit à travers sa dernière interview sur Top Congo. Lorsqu'on aborde la question, il dit, le président dit,
ce cessez-le-feu a été une demande du Rwanda. Ah, moi ça m'a choqué un peu. Le Rwanda demande qu'il obtienne le cessez-le-feu. Nous aussi, nous acceptons. Et pourtant, lorsqu'on décrète ce cessez-le-feu, ce n'est pas qu'ils vont quitter là où ils avaient érigé leurs frontières. Ils évoluent à deux têtes. D'un côté, on signe. De l'autre côté, c'est Nanga qui dit « Je ne reconnais pas parce qu'on n'a pas été associé ». Le condamné à mort. Pendant que nous observons ça, le fameux Rwanda ne sait que renforcer maintenant les positions pour constituer une vraie barrière dans cette partie, dans cette zone tampon. Le Rwanda ne sait que renforcer maintenant les différentes familles civiles que nous avions d'ailleurs dit la fois passée et les disperser à travers les zones qu'ils occupent. Et on vous dit non, ne faisons pas la guerre pendant ce temps. Nous aussi, naïfs que nous sommes, nous disons oui, nous acceptons votre position au Rwanda. Nous n'allons pas faire la guerre pendant ce temps. Et pendant que vous observez, le Rwanda déploie maintenant ces différentes populations qu'il vous avait dit hier qu'il hébergeait les Congolais, les Tutsis congolais. Et qui sont là, ils sont dispersés, nous avons dit, lors de l'émission dernière, dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Comment nous pouvions accepter une telle chose, s'il vous plaît? Autant que nous avions dénoncé la fois passée lorsqu'il s'agissait de la trêve humanitaire. Autant que nous continuons à dénoncer, je crois que c'est la 4e émission que nous faisons aujourd'hui, sur cette question. Ça fait mal, chers frères et sœurs. Ça fait très mal. Et voilà, le Rwanda gagne toujours. Sur le plan diplomatique, il a gagné. Non, je ne sais pas pourquoi. Il n'aurait pas fallu qu'on ait cette femme comme ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est un point de vue personnel de Pascal. Je ne sais pas apprécier. C'est un piège terrible contre nous. Espérons que, avec l'engagement souvent constaté du président de la République, nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir. Mais sinon, ce qui a été pris comme option, je crois, ce n'est pas, de mon point de vue, très intelligent parce qu'on ne pouvait pas accepter ce cessez-le-feu. Et pourtant, c'est nous qui sommes occupés. Ils sont sur nos sols. Ils font ce qu'ils veulent et nous nous observons. À la place qu'eux observent, que nous fassions ce que nous voulons parce que c'est notre pays, mais c'est le contraire maintenant. Ça fait mal. En tout cas, merci. On revient maintenant pour aborder vos débats. Vos débats politiques, vos débats de distraction. Quand on parle maintenant de la composition du bureau définitif du Sénat, moi, Pascal, je dis débat de distraction. Nous avions analysé des choses importantes. Et voilà, nous sommes dans la distraction maintenant, le Sénat. Quand vous ouvrez nos télévisions, c'est Sénat, demain, élection de Sénat demain, et après. Et après, on aura le bureau définitif du Sénat. Et après, tous ces sénateurs sont des corrupteurs. Qui ne connaît pas ça? J'ai mal dit? Je crois, je dis la vérité. Tous les sénateurs, sans exception, sont des corrupteurs. La preuve, lorsqu'ils vont aux élections pour être élus auprès des députés provinciaux, chaque sénateur a su convaincre quelques députés par l'argent. Qui peut me dire le contraire? On peut dire que c'est une chambre impropre pour nous. Sont des corrupteurs. Et les députés provinciaux aussi sont des corrompus. C'est la vérité.
Alors maintenant, ils vont aux élections. Et nous faisons le débat par rapport à ça. Comme si cette chambre, dans le passé, nous a apporté quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Sénat pour qu'on en fasse un débat aujourd'hui? Rien du tout. Mais on s'adapte à la société. On a aligné des gens. Je vois Samalou Kondé, je vois mon vieux Moukamba, je vois aussi Idriss. Idriss provient de l'UDPS, c'est un candidat de l'UDPS. Mais ici, comme je le dis, ils sont des gens qui sont habitués à corrompre. Il faut avoir l'argent. Là, ils vont vouloir avoir l'argent. Non, c'est pas possible. Et ça se fait aussi au vu de tout le monde. Quand vous n'avez pas l'argent, vous ne serez pas élu. Il faut avoir l'argent pour conditionner leurs collègues sénateurs qui ont dépensé beaucoup d'argent pour être élus sénateurs. Ils ont dépensé l'argent auprès des députés provinciaux. Ils doivent récupérer cet argent. Lorsqu'il faut élire maintenant les membres du bureau définitif. Je ne sais pas trop analyser parce que moi, je n'entends rien de ce Sénat. Que le meilleur gagne, l'élection c'est demain. Et nous allons voir comment ça va se passer. Et nous espérons que... D'ailleurs, on ne peut même pas espérer. Parce que la dimension condition, où la conditionnalité va jouer son rôle, il sera difficile que on table sur les compétences. Mais nous allons suivre seulement comment va évoluer cette élection. En tout cas, merci. Le dernier point d'analyse, c'est les 221 personnes, sinon 221 éléments qui ont été appréhendés par la police lors de l'affrontement des deux camps de l'UDPS, entre guillemets, au Palais du Peuple, où nous avions vu à travers l'image, on a pu saccager les vitres. Ces éléments ont été présentés hier par la police à travers son inspecteur, sinon son commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, bien entendu, et sûrement qui seront mis à la disposition de la justice. Parce que des destructions méchantes sont des infractions. Et le lieu, ce lieu-là, il est inviolable. Le Parlement allait poser de tels actes dans ce bâtiment. Je crois qu'il mérite une correction de l'État pour que prochainement, il ne puisse plus poser de tels actes. C'est ignoble parce qu'à un certain moment, nous devons avoir des civilisés. Des civilisés, ça veut dire des gens qui s'adaptent maintenant à notre mode de vie. Mais lorsque nous devons avoir des inciviques, je ne pense pas que même une personne ne peut encourager ce genre de comportement. Dans un parti politique, on apprend les gens à espérer à une gestion distinguée, domaine de l'État, mais on ne peut pas apprendre ou avoir des gens qui s'exercent dans un comportement trop méchant contre leur pays. Et là, nous ne pouvons pas encourager, nous ne pouvons que décourager. Donc, ils ont été présentés. Nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Et pourtant, il y a notre procès qui évolue aussi de l'autre côté, où on avait arrêté les forces du progrès. Est-ce qu'à tort, est-ce qu'à raison? Et je crois que d'ici 2 semaines prochaines, probablement, on pourra avoir la décision finale de la composition et pour que les Congolais soient fixés. En tout cas, merci. Aujourd'hui, nous, on s'arrête à ce niveau tout en vous priant de rester toujours branchés ici, de ne jamais aller ailleurs, à toute nécessité. Mais il y a aussi un aspect, c'est que, il faut souligner ça, on termine l'émission par là, les responsables des sociétés civiles, Nord Kivu, Sud Kivu, je crois avec une autre province, se sont retrouvés à Goma pour apprécier cette question de l'insécurité.
Ils ont dégagé une lecture à travers un communiqué et ils sont très inquiets de l'évolution de la question sur terrain avec la présence renforcée des Rwandais et qui ne s'en cachent plus comme nous le disons de temps en temps ici. Et nous avons dit aussi hier avec le déploiement des familles rwandaises et qui viennent s'installer. Là, le communiqué le dit clairement, c'est une inquiétude. Et le communiqué a aussi insisté sur le fameux, le fait comme nous le disions ici, les membres de la société civile très mécontents, de la partie est de notre pays bien entendu, et ils estiment que la zone je crois, zone tampon, que ce texte de cessez-le-feu fait référence, risque de ne pas réussir parce que dans l'idée de neutraliser ce qu'ils avaient estimé comme des volontaires, il sera difficile du fait qu'il y a d'autres qui ne croient pas à ce qui a été décidé à Luanda. Ici, nous parlions pas longtemps ici, Paul Corneille Nangaa. Et donc, substantiellement, ça a été, comme nous l'avons dit, une manière de flouer les Congolais. Et nous, c'est parce que nous ne savons pas naviguer dans l'OTAN, parce que nous ne cherchons pas à comprendre l'autre normalement, parce que nous ne savons pas étudier l'autre normalement, parce que nous ne savons pas faire la discursivité, parce que nous ne savons pas apprécier les faits qui sont devant nous, et nous posons les actes parfois sentimentalement, et c'est après que nous nous rendons compte que nous avons mal fait. Et cette fois-là, c'est déjà tard. Hélas. En tout cas, merci. On se retrouve prochainement. Restez ici, n'allez pas ailleurs. Au revoir. À la prochaine.